Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir pour cet après-midi de nos rencontres hebdomadaires. Donc nous sommes aujourd'hui dans une série que nous avons entamée la semaine passée autour de la thématique de l'outrance, de la démesure, que nous avons l'intention donc de traiter sous différents aspects. Mais aujourd'hui, nous le traitons sous un angle qui nous touche tous et tout en tant que patients, en tant que consommateurs de médicaments pour prendre soin de notre santé, puisque nous avons le plaisir de le voir donc sous l'angle de la surmédication, avec aussi donc toutes ces problématiques de qu'est-ce qui est le sur, donc voilà l'introduction de la semaine passée, qu'est-ce qui est outrance, qu'est-ce qui est trop par rapport à de la médication, qu'est-ce que c'est qu'une bonne médication et comment maintenir la médication sous une bonne mesure tout au long du traitement du patient. Et à quel moment est-ce qu'on arrête une médication, quel est le bon moment pour ça. Donc des questions très complexes du point de vue médical, du point de vue du bien-être aussi des patients. Et pour traiter cette question, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Christophe Bula, que j'ai le plaisir donc de vous introduire. Monsieur Bula est un éminent représentant de la gériatrie lausannoise, car il est en place depuis longtemps dans cette fonction. Il est même le premier à avoir été nommé à la chaire de gériatrie pour l'université de Lausanne et donc dans sa fonction également médecin CHUV. Et plus spécifiquement, il est le directeur de la clinique du centre de Silvana, donc de traitement et de réadaptation. Monsieur Bula a une grande carrière aussi de chercheur, d'enseignant sur l'ensemble de la fonction de la gériatrie. Donc il traite avec tous les corps professionnels qui interviennent auprès de patients gériatriques. Donc il est certainement notre très bon interlocuteur pour nous montrer la complexité du sujet, donc de la médication. Et vous êtes comme toujours invité à rester jusqu'au bout de sa présentation pour lui poser toutes les questions que vous trouverez intéressantes, utiles à poser. Alors, sans plus attendre, je vous donne la parole à Monsieur Bula. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Marion, pour l'introduction. Ça va, vous m'entendez? Oui, d'accord. Merci pour ces gentilles paroles. Je ne suis pas un éminemment expert, pas grand-chose. Merci pour l'invitation. Et je dois m'excuser d'emblée parce que, dans le fond, on m'a dit qu'il faut faire un exposé, puis j'ai vu l'affiche en entrant, puis c'est mis des exposés passionnants. Je ne suis pas sûr que ça va être passionnant. On m'a invité, je vais un peu dévoiler de notre arrière-boutique comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on réfléchit. Les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais on va tâcher de partager comme ça 2-3 informations sur la surmédication. Et puis peut-être vous donner, j'espère, et ce sera un de mes objectifs, donner quelques outils pour au prochain contact avec votre ou vos médecins plus exactement, il y a peut-être 2-3 choses qui viennent à l'esprit. Surmédication et personnes âgées, le préambule, dans notre jargon, plutôt que de surmédication, on va volontiers parler de polymédication. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Une façon simple de définir, c'est de dire c'est quand on prend 5 médicaments ou plus. Alors, je pourrais vous demander de lever la main qui prend 5 médicaments ou plus. Je n'ose pas trop. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde, il y a toute une série de définitions. Il y en a en fait 138 dans la littérature médicale, suivant les études. Et ça va de... Alors, je vais tâcher d'avoir la souris... La polymédication excessive, 10 médicaments ou plus. J'avais un professeur de pharmacologie, M. Peters, qui nous disait au-delà de 3 molécules, vous savez plus ce que vous faites.
Et vous allez voir que malheureusement, ce n'est pas si rare. Je vous montrerai, y compris des données très locales qui montrent qu'effectivement, on a ce genre de problème. Le problème principal, c'est ce qu'on appelle la polymédication inappropriée ou problématique. Et en fait, ça peut être une polymédication qui est juste avec 5 médicaments, voire même ça peut être la prescription de 4 médicaments, mais un médicament qu'on appelle inapproprié. J'en toucherai un mot. Et puis, dernier point, il faut distinguer la polymédication, qui est le fait de recevoir plusieurs médicaments. La polypragmasie, ça c'est plutôt notre business, et je vais devoir faire preuve d'humilité tout au long de cette heure, c'est quand nous prescrivons trop de médicaments. Et dans notre clinique, on a fait une fois une étude avec nos collègues de la PMU pour voir, on s'est dit, OK, on fait beaucoup de travail pour déprescrire, j'en parlerai à la fin, et puis on s'aperçoit que oui, on déprescrivait en moyenne un petit peu plus de médicaments, mais on en rajoutait quand même 1 ou 2 de plus, donc au total. Voilà, les objectifs pour vous que j'aimerais que vous retiriez de cette heure, c'est connaître la fréquence. Est-ce que c'est fréquent ou pas? J'imagine qu'en étant là, vous avez une certaine idée, on verra que c'est le cas. On parlera des facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus ou moins à risque d'avoir beaucoup de médicaments qui sont prescrits? On verra que c'est lié à beaucoup de partenaires et beaucoup de facteurs. On parlera des conséquences. Qu'est-ce qu'on sait? Et là aussi, il y aura un petit bémol de dire qu'il y a pas mal d'évidence pour dire que quand on reçoit 5 médicaments, c'est associé à un certain nombre d'événements. Mais la preuve finale de dire, dans le fond, si je corrige ça, si je diminue cette polymédication, est-ce que j'évite ces événements? On verra que les évidences montrent que ça marche dans certains cas, mais pas dans tous les cas, et donc il y a encore pas mal de travail. Et puis, on finira avec quelques principes, c'est quelques idées dans le fond de dire qu'est-ce que je peux faire lorsque je rencontre mon médecin traitant. Voilà, c'est le programme de cette heure. J'espère que ça vous convient, j'en ai pas d'autres. 4 questions pour le plan. Est-ce que c'est fréquent? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est dangereux? Et peut-on y faire quelque chose? La fréquence, je démarre, ce qu'on appelle en termes plus techniques la prévalence. Voilà quelques chiffres. Le premier de la cohorte Lausanne LC65+, c'est un peu plus de 3000 personnes qui avaient, au moment de cette étude-là, 69 ans et plus. La moyenne d'âge était à 77 ans. Et vous voyez, grosso modo, c'est un peu plus d'un quart des participants qui recevaient 5 médicaments ou plus. Donc quelque chose d'extrêmement fréquent. Puis l'autre élément qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas tout à fait la même chose si je suis un jeune âgé. Ça va être mon cas, je dis dans 15 jours, je passe de l'autre côté, je serai à votre place. Dans 15 jours, je passe les 65 ans. 18% dans 69-74 ans, puis ça monte à 38%. Et je vous montrerai dans un instant ces données. En Allemagne, des résultats assez similaires. 33% des plus de 65 ans consomment 5 médicaments ou plus et 11% consomment 8 médicaments ou plus. Alors, on peut multiplier les exemples. Je vous montre là des données anglaises, UK, aux États-Unis, des projections en 2050 aux États-Unis. Voilà ce que ça donne. Vous avez ici à gauche, j'espère, je ne sais pas si la souris veut venir. Oui, elle vient là. Vous avez ici la proportion de personnes de plus de 65 ans dans ces pays. En Angleterre, en 2000, aux États-Unis en 2000 et aux États-Unis en 2050. Et vous avez là la proportion de l'ensemble de la consommation des médicaments dans ce pays. Autrement dit, 20% des Anglais ont plus de 65 ans et consomment 59% de l'ensemble des médicaments dans ce pays-là. En France, en moyenne, nos voisins sont des gros consommateurs, en particulier de certaines molécules. 78 ans, en moyenne 8 médicaments et au-delà de 80 ans, en moyenne 10 médicaments. En Italie, un autre pays voisin, alors que la population de 65 ans et plus, c'est à peu près grosso modo 15-16% de la population âgée, c'est 60% de l'ensemble des médicaments consommés dans le pays par ce groupe d'âge. Et le coût des médicaments, si on ensemble ce que ça représente, 6 fois plus de coûts liés à cette médicament. Donc, c'est un problème extrêmement fréquent, c'est un problème important en termes de santé publique. Puis ça, alors, vous oubliez tout de suite ce graphique, mais je vous le montre quand même parce que c'est un joli travail de collègues français, que peut-être le professeur Rolly connaît, qui sont intéressés, eux, justement, à utiliser différentes définitions de la polymédication. Et en fait, suivant ce qu'on utilise ici, c'est un jour donné, si on prend
sur un mois, si on prend 20 jours sur 6 mois différents, etc., on a une variation entre 12 et 50%. Autrement dit, c'est fréquent, mais c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait au clair sur la fréquence exacte. On retient ça pour le moment, ça vous va? Le problème, c'est que ça évolue. Des collègues écossais ont fait cette étude, vous voyez que c'est à peu près 300 000 adultes de plus de 40 ans, et vous avez là la distribution. J'aimerais bien que ma souris vienne. Elle va pas venir, sans ça je peux le faire là. Vous avez ici, en fonction de l'âge, le nombre de molécules ici en couleur. Ici est la proportion de gens qui consomment 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et comme vous le voyez, à 85 ans, ça c'est les chiffres de 1995, en moyenne, le 50% des gens y consommaient à peu près 3 médicaments. Ça c'était 1995. Qu'est-ce qu'il en est 15 ans plus tard? On est passé à 80 ans en moyenne à 6 médicaments, et vous voyez que la proportion de gens de plus de 65 ans qui consomment 5 médicaments ou plus, elle est passée de 11% à 20%, elle a doublé. Donc la tendance est plutôt à l'aggravation de ce phénomène, et on va voir dans un instant pourquoi. Plusieurs facteurs, je ne pense pas être exhaustif dans cette discussion, mais quelques éléments que je voulais partager avec vous. Premier élément, c'est une évidence. Un des premiers facteurs, c'est le fait qu'au moment où on avance son âge, on cumule de plus en plus de maladies chroniques. Et de nouveau, c'est illustré. Alors, ces graphiques sont un petit peu compliqués. Je vais utiliser la souris ici. Vous avez de nouveau, en fonction de différents âges, la proportion ici de patients qui ont aucune maladie chronique, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8 maladies chroniques. Et vous voyez que si on regarde ici à 85 ans, ben c'est à peu près en moyenne 3 à 4 maladies chroniques. Et ça, c'est un facteur extrêmement important. Je vous montre des données qui sont des données locales de la fameuse cohorte LC65+, dont j'ai parlé il y a un instant, et vous allez voir apparaître dans un instant, en fonction du nombre de maladies chroniques, c'est ce qui est ici, sur cet axe-là, et en fonction de l'âge, la proportion de gens qui consommaient 5 médicaments ou plus. On a vu tout à l'heure que sur l'échelle de l'âge, si on passe de 69 à 74 ans, on passe de à peu près 15% à pratiquement 37%. Qu'est-ce qu'il en est si on factorise dedans les comorbidités? Voilà ce que ça donne. On a un double gradient, à la fois en fonction du nombre de maladies chroniques, où je passe entre 0,1 de 6% de gens qui ont 5 médicaments ou plus à 42%, mais également à nombre de maladies chroniques identiques. Si je suis plus âgé, je vais passer de 42 à 62%. Donc, un double gradient. Et ça va poser problème. Ces maladies chroniques, ça c'est la partie technique et peut-être un petit peu plus compliquée, mais qu'on va regarder ensemble. C'est une étude absolument fascinante. Tout à l'heure, j'ai vu mon collègue Gilbert Abettel qui était dans la salle. C'est une étude faite par des médecins de famille en Angleterre qui ont recensé pour tous leurs patients les maladies chroniques et avec l'idée de mettre en avant quelles sont les combinaisons les plus fréquentes. Et vous avez là une liste de certaines maladies, les maladies des artères coronaires du cœur, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, la fibrillation auriculaire, le diabète, et tout en bas, vous avez la démence. Quand on regarde, si on regarde le diabète, et si je suis un spécialiste en diabétologie, il y a 17% des gens dans la consultation des médecins de famille qui ont juste le diabète et rien d'autre, aucune maladie. Mais si j'ai plus de 65 ans, en moyenne, les gens qui ont du diabète, ils ont à côté du diabète encore 6 maladies et demie. Ces maladies, elles sont là et la taille de la bulle, j'espère, voilà. La taille de la bulle, elle est proportionnelle. Vous voyez que la combinaison diabète et hypertension, c'est 54% des diabétiques qui ont de l'hypertension. Je vous rends attentif parce qu'on va y revenir. Pour mon domaine, si je regarde diabète et démence, c'est 2%. C'est ce petit ballon ici. Elle ne veut pas venir là.
elle ne veut pas venir. C'est ce que vous voyez ici. 2% seulement. Si on regarde maintenant dans une autre perspective, chez les démons, en fait, c'est 13% des démons qui ont du diabète. Ça change un peu la donne. Ça veut dire que si je suis démontologue, si je m'occupe des gens avec des troubles neurocognitifs, pratiquement un patient sur 7 chez moi a un problème de médicaments. Et un problème de diabète, par contre. On est en train, c'est une thèse qui est en train d'être finalisée, on est en train de regarder la proportion de gens avec diabète et démence qui sont surtraités et on est en train de mettre en évidence certaines zones du cerveau qui semblent particulièrement souffrir de cette combinaison. Alors, ces exemples, on peut les multiplier, je vais pas être trop long, mais si on regarde l'hypertension, il y a seulement ici 2% aussi qui ont une démence. À l'inverse, si je regarde les démons avec hypertension, c'est 40%. Et on voit déjà bien, quand on disait tout à l'heure, c'est l'âge, mais c'est les comorbidités qui augmentent le risque d'être polytraité et polymédiqué, on voit bien là ce risque. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que ça montre un des phénomènes qui va expliquer en partie la polymédication, dont je vais parler un instant, qui est une différence de perspective. Si je suis un médecin de famille qui m'occupe un peu de patients avec différentes pathologies, ou si je suis un spécialiste qui voit une seule pathologie, et je vais vous montrer dans un instant les problèmes que ça peut poser. Alors, corollaire, deuxième facteur de risque, nous utilisons de plus en plus en médecine ce qu'on appelle des guidelines ou des recommandations de pratique clinique. C'est dans le fond ce qu'on sait de mieux en termes de prise en charge, y compris en termes de médicaments, mais pas seulement, aussi parfois en termes de recommandations. Ça nous aide à prendre des décisions, ça devrait en principe définir la prise en charge à peu près standard. Et puis le but de ces recommandations, ça a été de dire, mais on voit qu'il y a parfois d'énormes variations, si je suis à Yverdon ou si je suis à Nyon, je ne vais pas être traité la même chose. On va essayer de limiter ces variations qui sont toujours un problème de qualité. Et ça a été fait. Mais lorsqu'on regarde, alors c'est un travail qui n'est pas tout récent, qui date de 2005, et on verra pourquoi il a été fait, la plupart de ces guidelines, ils sont ciblés, ils sont vraiment dans une perspective de spécialiste avec une maladie. Et puis, j'oublie un peu tout ce qui se passe, et en particulier pour les personnes âgées. Ça veut dire qu'elles ne discutent pas les limites d'application à des personnes âgées, c'est centré sur la maladie, ça n'incorpore pas les préférences des patients et on va voir que c'est absolument fondamental quand on parle de déprescription et d'éviter la polypharmacie. Et bref, ça n'inclut pas non plus les problèmes de qualité de vie, ça ignore en fait la complexité. Et voilà, alors je vous montre deux exemples, c'est un peu compliqué, mais le message est assez simple. Là, vous avez les recommandations actuelles qui datent de 2022 en ce qui concerne la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Vous avez une insuffisance cardiaque, ce que vous disent les recommandations, c'est en tout cas 4 à 5 médicaments que vous devez prendre. Si j'ai un diabète de type 2, selon ces guidelines, c'est en principe 4 à 5 médicaments. Vous avez la liste là. En général, alors pas forcément pour le diabète, mais comme je suis diabétique, j'ai beaucoup plus d'hypertension, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, j'ai plus souvent un cholestérol trop élevé, et puis je peux être amené à prendre l'aspirine. Alors vous comprenez bien que si on regarde ce qu'on a vu tout à l'heure, la combinaison insuffisance cardiaque et diabète, c'est 23% des patients d'une consultation générale. Je démarre déjà ma journée avec 8 à 10 médicaments. Et l'histoire a été faite en fait aux États-Unis, où les gens, voilà, j'espère que ça s'arrête, le système de remboursement, qui s'appelle Medicare, a dit, mais dans le fond, maintenant, on a tellement de variations dans ces prises en charge, ce qu'on va faire, on va payer les médecins, si c'est des bons médecins, et qu'ils appliquent les recommandations. On sait avec les recommandations ce qu'on doit faire, et non d'une pipe, il n'y a qu'à faire ça. Les collègues gériatres ont dit, OK, vous voulez vraiment qu'on fasse ça? On prend une patiente hypothétique, elle a 79 ans, elle a un problème de bronchite chronique, elle a un problème de diabète, elle a un peu d'ostéoporose, elle a de l'hypertension et une arthrose. C'est une patiente assez standard, dans le fond, qu'on rencontre dans toutes les consultations. Qu'est-ce que ça donne si j'applique mes guidelines pour la bronchite chronique, mes guidelines pour le diabète, mes guidelines pour l'hypertension, l'ostéoporose, etc.
Tout le monde est accroché, asseyez-vous, le plafond est assez, on peut y aller. 12 médicaments en 19 doses, 5 prises quotidiennes, on va voir dans un instant qu'au-delà de 2 prises, l'adhérence diminue, plus encore un médicament une fois par semaine, 14 recommandations dont certaines sont totalement contradictoires. Il faut faire de l'exercice en charge parce que c'est bon pour l'ostéoporose, surtout éviter l'exercice en charge, c'est très mauvais pour l'arthrose. La médecine de singe. Et malheureusement, dans certains aspects, on est là-dedans. Alors, ça, c'est un peu ce qui tourne autour du patient ou de la patiente et de ses comorbidités, mais dans le fond, ce qu'il faut factoriser dans l'histoire, c'est le fait qu'il y a un médecin de famille. En principe, ça devrait être le chef d'orchestre. Plus ça va, moins c'est le cas. Il y a des médecins spécialistes, et on verra, et c'était une des remarques dans une conférence que j'ai donnée au Tessin, pour les médecins de famille, ils disaient, mais c'est bien joli ce que vous nous dites, mais pour les patients, quand le spécialiste a dit, mais aller contre l'avis du spécialiste, c'est impossible. Et ça, je vous invite à réfléchir à ça. Les spécialistes de toutes les disciplines, qui eux vont avoir cette perspective uniquement maladie, ça change, mais la coordination entre tous ces acteurs de santé, y compris les autres acteurs de santé, et le pharmacien est un acteur capital en termes de médication, qui est défaillante, une informatisation à la traîne, dossier électronique du patient, qui a un dossier électronique de patient ouvert. Je redis, qui a un dossier électronique de patient ouvert? Une personne. OK. Et puis tout ça avec des patients qui font des transitions de soins entre l'hôpital, le CTR, l'hôpital, le domicile, parfois un court séjour en EMS. Et je vous montre juste pour illustrer ça, une étude qu'on a faite à l'époque avec l'ancien directeur médical du CHUV, Jean-Blaise Wasserfallen, et Bertrand Yersin. Alors oui, ça c'est pour la petite histoire, le ou pour le système santé. 195 patients qu'on a vus lorsqu'ils étaient hospitalisés, où on s'intéressait à leur prise médicamenteuse, et on est allé les retrouver 3 mois plus tard à domicile pour voir en particulier leur pharmacie de ménage. Voilà ce que ça donnait. En moyenne, ils avaient 10 médicaments là, et vous voyez que ça allait jusqu'à 42 dans certaines situations. Le coût moyen de la pharmacie, c'était $322 de médicaments, avec des extrêmes jusqu'à $1 500. Certains des médicaments étaient pris régulièrement, à peine plus d'un tiers, qui représentait pratiquement la moitié des coûts. 11% des médicaments étaient pris occasionnellement, que je me souviens, pas forcément prescrits occasionnellement, mais utilisés. Et 36% avaient été arrêtés dans le mois précédent. La plupart du temps, c'était des médicaments cardiovasculaires où on avait changé un type d'hypertenseur par un autre, pour des raisons très souvent de prescription sur liste ou pas. Ça illustre toutes ces difficultés qui font que quelque part, les gens vont se retrouver avec des difficultés à gérer leurs médicaments, et je vous montrerai quelques photos de nos visites à domicile qui font un peu froid dans le dos parfois. Alors voilà, ça donne un peu l'image qu'on peut avoir de ces éléments-là. Qu'est-ce qui amène à ça? On a déjà vu âge, on a déjà vu les comorbidités, on s'est intéressé à différentes choses, et en particulier pour une population où ce problème de polymédication est particulièrement important, c'est la population qui se trouve au long séjour, donc les établissements médico-sociaux. Et vous avez ici une revue systématique où on a pris plein d'études qui se sont intéressées à regarder ces résidents et leur médication. Et voilà toute une liste de facteurs: âge élevé, comorbidité élevée, troubles cognitifs, sortie récente d'un hôpital, dépendance dans les activités de la vie quotidienne, pour faire sa toilette, s'habiller, etc. Le nombre de prescripteurs, la durée de séjour depuis l'admission. Ça, ce sont tous des facteurs qui étaient associés à un risque accru ou réduit de polymédication. Accru ou réduit. On y va ensemble, on va voter. Qui vote âge élevé? Plus de risques ou moins de risques de polymédication? Plus de risques. Allez-y, on est tous ensemble. Là. OK. Moins de risques? Il y en a. Je viens de dire le contraire. Hein? Mais la médecine, elle n'est pas logique, vous allez voir ça. Comorbidité élevée. Plus de risques de polymédication? Moins de risques? On est en long séjour. Hein? Ça, c'est la partie où... Troubles cognitifs. Plus de risques d'avoir beaucoup de médicaments?
Moins de risques. Sortie récente d'un hôpital. Wow. L'hôpital, il fait tout mal, on sait ça. Dépendance dans les activités de la vie quotidienne. Plus je suis dépendant, moins je suis indépendant au quotidien, plus mon risque. Qui dit plus de polymédication? Qui dit moins? Okay. Nombre de prescripteurs? Ouais. Presque une unanimité. Durée de séjour depuis l'admission. Alors, tout le monde est prêt. En vert, vous allez avoir ce qui diminue plutôt le risque, et puis en rouge, ce qui augmente le risque. Ça vous montre aussi la complexité des choses, ça vous montre aussi, ça c'est, je ne veux pas dire que je vais faire un cocorico, mais ça montre quand même que d'une façon générale, les gens qui prescrivent sont conscients d'un certain nombre de problèmes et essayent de limiter les dégâts avec plus ou moins de succès. Mais c'est quand même intéressant et plutôt encourageant de se dire que si j'ai un âge très élevé, en particulier si j'ai une atteinte démentielle, si je suis très dépendant et si je suis resté suffisamment longtemps à l'EMS, qu'on connaît bien mes préférences, mes valeurs, etc., peut-être que là, on va avoir un petit peu plus de discussion et de négociation pour diminuer. Par contre, on voit bien les éléments qui ne nous surprennent pas, la comorbidité, la sortie de l'hôpital et le nombre de prescripteurs. Ça, c'est une revue systématique et ça montre, c'est aussi distinct, même si dans la communauté, on retrouve là aussi, de façon surprenante, dans une étude européenne, on a regardé les facteurs associés à plus de prescriptions, et je crois que ça vient après, voilà, cette étude-là. Si j'ai 6 médicaments ou plus, là, en l'occurrence, ils regardaient les médicaments potentiellement inappropriés, c'est-à-dire ceux qui vraiment peuvent avoir des effets secondaires. Si socio-économiquement, j'ai plutôt un revenu faible, si je consomme des anxiolytiques et si je suis dépressif. Puis par contre, facteur protecteur, âge de plus de 85 ans. Donc ça montre quand même qu'il y a une sensibilité et le but est bien sûr d'améliorer les choses. Le fait de vivre seul qui protège, ça, on a plus d'hypothèses, de dire en général les gens qui vivent seuls à un âge avancé, ça veut dire que fonctionnellement, cognitivement, ils sont encore très bien et c'est probablement un des facteurs avec moins de risques. Donc deuxième conclusion, on peut dire, on a de multiples indicateurs. Ce n'est pas seulement les prescripteurs, youpi, mais c'est aussi les patients. Et en fait, j'ai mis en parenthèse leurs proches. Et je peux vous dire que parfois, c'est plus délicat de négocier une déprescription avec des proches d'un patient qu'avec le patient. C'est les professionnels, mais c'est aussi le système de santé qui fait que quelque part, en l'absence d'une informatisation bien faite et facilement accessible, c'est extrêmement compliqué de reconstruire les histoires médicales. Et on a eu, pour donner un exemple dont je ne parle pas là, une situation où 3 fois de suite, dans notre consultation ambulatoire, on fait des visites à domicile, et 3 fois de suite, un médicament qu'on avait arrêté, pop, il revenait. Et heureusement, j'avais un chef de clinique extrêmement précis, rigoureux, qui est venu, et il a fait une enquête à la Sherlock Holmes pour découvrir qu'en fait, au moment où il y avait un renouvellement d'ordonnance, dans la pharmacie, il y avait un automatisme qui faisait, plutôt que de prendre une nouvelle ordonnance, hop, on ne sait pas pourquoi, celle sur laquelle se trouvait ce médicament, elle ressortait dans leur système informatique et on était reparti pour un tour. Et ce n'était pas une demande du patient. Donc ça montre bien qu'on a affaire à quelque chose de compliqué. Alors bien sûr, on s'y intéresse, mais dans le fond, est-ce que c'est dangereux? C'est quoi les problèmes avec la polymédication? Pour ça, j'ai utilisé là aussi une revue systématique, 230 études qui ont été revues, qui touchaient les 4 continents. Enfin, 4 continents, donc ça veut dire que ce n'est pas seulement ni les Européens, ni les Américains du Nord, mais c'est aussi en Asie. Premier problème, plus on a de médicaments, plus ça veut dire qu'on va avoir de prise, et donc plus les chances qu'on n'observe pas très bien le régime est important. Je vous montre juste ça. Alors je vais utiliser la flèche qui vous montre, en fonction du nombre de prises par jour qu'on a, de 1 fois par jour à 4 fois par jour, le taux d'observance, 100% c'est idéal, c'est le patient suisse alémanique.
voyez déjà qu'à une prise, tic, on a perdu 20% des gens. Et ça. Mais si on passe à 2 prises, on en perd 10% supplémentaires. Et puis, à 4 prises, pratiquement la moitié des gens ne sont pas capables de prendre, n'ont pas envie, oublient, et c'est compliqué. Des collègues avaient mis, je dis patient suisse-allemand, je m'excuse, mais je suis d'origine suisse-allemande, donc je peux me permettre, même au jour d'aujourd'hui, j'ai le droit de stigmatiser. Ils avaient fait avec des instruments pour mesurer quand les gens ouvraient la boîte on assumait prendre le médicament et le prendre. Et puis ils avaient comme ça trois photographies d'un patient absolument rigoureux à l'heure donnée. Ils prenaient chaque fois le médicament. Il y avait le vaudois qui, en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, ça partait un peu à volo. Puis il y a le tessinois où c'était un peu... Deuxième chose, les erreurs de prise. Comme pour tout ce dont je vais parler, plus il y a de médicaments, plus ça va être compliqué et donc plus il y a de risques d'erreur. Alors, vous voyez là, c'est une étude qui a regardé, si j'ai entre 0, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 médicaments ou plus, quel est le risque que je me trompe? Si on dit j'ai aucun risque entre 0 et 2, à 7 médicaments, vous voyez que j'ai 3 fois plus de risques de me tromper. Et parfois, je crois, voilà. Ça, c'est une photo d'une de nos visites à domicile. C'est vrai que là, on peut se dire, ça va être compliqué. Et même si, en l'occurrence, la patiente savait très bien la petite jaune, la petite blanche, mais quand même, il y avait des petites blanches qui n'étaient pas très loin de la moyenne blanche. Et on avait un petit peu peur. Donc, erreur de prise, c'est un autre prix à payer. Les interactions potentiellement dangereuses, comme vous savez, entre les médicaments, il peut y avoir des médicaments qui potentialisent et qui augmentent l'effet de certains médicaments. Et on frémit en particulier avec les anciens médicaments qu'on utilisait pour fluidifier le sang, le fameux Syntron, et puis d'autres qui vont inhiber l'effet de certains médicaments. Et les interactions, là aussi, plus on a de médicaments, plus on a de risque de le prendre. Je vous ai montré tout à l'heure les résultats de cette étude écossaise où on avait regardé le nombre de médicaments. Voilà en ce qui concerne le nombre d'interactions. Et vous voyez qu'en moyenne, pour les gens de 80 ans, avec 2 interactions au moins, c'était 5%. Ça, c'était 1995. Et voilà ce qui se passe. On a vu tout à l'heure l'augmentation du nombre de molécules que les gens prenaient. On est passé à pratiquement 20% qui ont au moins 2 interactions. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation où on a besoin, en tout cas du point de vue médical, de l'appui de personnes qui sont spécialisées, et c'est en particulier le cas des pharmaciens cliniques. Et quelques-unes des interventions dont on parlera ont été conduites par des pharmaciens cliniciens dont c'est l'objectif. Et donc ça bouge et ça va. Alors, ça c'est les conséquences, je dirais, plus en amont, mais comment ça se traduit au niveau des patients? Voilà ce qui a été observé dans cette revue d'études en termes d'événements adverses. Plus de chutes, plus de déclin fonctionnel, ça veut dire devenir plus rapidement dépendant des autres au quotidien. Franchir plus rapidement un seuil de fragilité, ça veut dire là aussi plus de difficultés et de nécessité d'adapter le quotidien pour garder un peu d'autonomie. Et puis même dans cette revue-là, une mortalité légèrement augmentée. La question, une fois encore, est de dire ça, c'est une association. Si j'ai une polymédication, j'ai plus de risques sur ces événements. Mais une fois encore, les gens qui reçoivent beaucoup de médicaments, c'est des gens qui sont plus malades que la moyenne. Et la question, c'est de dire, est-ce que de réduire la polymédication en soi va altérer ça? On y reviendra tout à l'heure en fin de l'exposé. Or, l'autre traduction, ça s'intéresse plus les partenaires payeurs politiques ou des assurances, plus de consultations en urgence. On estime, suivant les études, c'est à peu près 5 à 8% des hospitalisations qui sont liées à des effets adverses de médicaments, en bonne partie liés à la polymédication. Plus d'admissions aussi en long séjour, mais là aussi de nouveau, est-ce que réellement c'est juste le fait d'être polymédiqué, c'est un marqueur de plus de fragilité, et puis des coûts accrus. On rentre dans la dernière partie, on est à peu près dans les temps, je pense. Peut-on y faire quelque chose? Alors, là, on va essayer de discuter et de vous montrer ce qui est possible de faire. Et la première chose, comme toujours en médecine,
c'est la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, et c'est aussi vrai pour la polymédication. Qu'est-ce qu'on peut faire en amont de ça? Et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc, respecter quelques principes de prescription appropriés, ça c'est pour les médecins, mais on va voir que votre contribution peut être essentielle. Alors, oui, voilà, oui, j'avais juste, voilà, dans les principes de prescription. Prenez 2 comprimés chaque 4 heures, ou alors 4 comprimés chaque 2 heures, vous irez mieux encore plus rapidement. Parfois, nos consignes, elles sont un peu comme ça, hein. On rit, mais un peu jaune. Ben, je vous montre, voilà, un exemple. L'aveugle m'a prescrit 15 jours de la pilule verte et blanche, 15 jours. Voilà, on n'est pas aussi... À l'heure de l'informatique, on se dirait, mais je peux vous garantir, pour avoir essayé dans une de nos unités de sortir le plan de traitement de façon régulière et systématique, c'est un casse-tête et ça ne fonctionne pas encore suffisamment. Là où vous avez un rôle à jouer, c'est d'amener les médicaments, y compris ceux qui sont utilisés sans ordonnance. Je dirais, ça reste un problème chez nous. Moi, certaines des plus belles intoxications que j'ai vues, c'était des médicaments sans ordonnance. Souvent des produits biologiques, parfois des médicaments achetés à l'étranger. Je me souviens d'une excellente marque de mélatonine. Mélatonine, c'est excellent pour le sommeil, etc. Il se trouve qu'au bout d'un moment, la FDA, c'était une marque américaine, s'est quand même penchée sur le truc. Normalement, ils ne s'occupent pas du tout de ces médicaments qui sont vendus dans les drugstores sans aucun contrôle. Et il se trouvait que dans ces médicaments, il y avait des psychotropes, des bonnes benzodiazépines qui, effectivement, sont des somnifères puissants. Donc, amenez ça, et là aussi, c'est une photo, voilà, quand on demande à nos patients, montrez-nous où sont vos médicaments, ben, parfois on se trouve devant une avalanche comme ça, et ça veut dire qu'on a du boulot à faire. S'assurer d'un diagnostic précis. Ce n'est pas votre business, mais je vous assure, tâchez que ça soit votre business. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et je vais parler dans un instant, que vous avez probablement une des causes de polymédication les plus facilement réversibles. C'est celle où on prescrit un médicament parce qu'on n'a pas identifié qu'un nouveau symptôme était en fait un effet secondaire d'un autre médicament. Demandez stopper s'il se plaît. Vous rigolez, mais ce n'est pas drôle. Ça, c'est ce qu'on appelle la cascade thérapeutique. Il y a une plainte. On va investiguer, faire idéalement un diagnostic, décision thérapeutique, on prescrit de façon adéquate. Et ensuite, il y a un effet indésirable non reconnu. Et puis là, si je ne reconnais pas, qu'est-ce que je vais faire? Nouveaux symptômes, je vais essayer de poser un diagnostic, ou en tout cas une suspicion, et je vais prescrire. Il y a toute une série de couples diaboliques qui ont été identifiés au cours des années dans la littérature, et encore il y a 2 ans, j'ai présenté dans une revue annuelle aux collègues valaisans une étude toute récente de ces couples diaboliques. Alors là, je vous montre un t-shirt extraordinaire. Je prends l'ibuprofène à cause des maux de tête que m'a causé le ramipril, que je prends pour mon hypertension causée par mes méthylphénidate, que je prends pour mes protéines. La réalité, c'est celle-là. Nausée, je prends du méthoclopramide, c'est le primpéran. C'est responsable d'un parkinsonisme. Et je vais vous montrer dans un instant que j'ai à peu près 2 fois plus de chances qu'on me prescrive un antiparkinsonien en pensant que j'ai une maladie de Parkinson. Et ça crée une hypotension orthostatique, puis je vais donner un médicament. Alors voilà ces couples diaboliques. Alors, méthoclopramide, on vient de le voir, voilà, 3 fois plus de risques. Selon les études, c'est entre 6, 12, voire dans certaines études, 18 mois après, on a regardé. Les diurétiques, donc les médicaments pour éliminer l'eau, ça fait monter le taux d'acide urique. Donc, résultat, qu'est-ce que je vais avoir? Un médicament contre la goutte, 2 fois plus de chances de l'avoir. Les anti-inflammatoires, ça fait une rétention hydrosodée, ça fait monter la pression artérielle. Qu'est-ce que je vais recevoir? Un antihypertenseur. Anticholinergique, ça, c'est ce qu'on retrouve dans toute une série de médicaments. Beaucoup d'effets délétères sur nos performances cognitives. Résultat des courses, à peu près 1,5 fois plus de chances de me retrouver avec un médicament contre la maladie d'Alzheimer. Puis la dernière, c'est cette étude toute récente faite au Canada. Plus de 300 000 personnes qu'on a comparées à 2 groupes différents, des gens qui recevaient un autre hypertenseur initialement, des gens qui recevaient un autre médicament. On a regardé quelle était l'association. Les anticalciques, qu'est-ce qu'ils font quand on les prend? Ils font des édèmes aux membres inférieurs.
si on n'y prête pas garde et si c'est un peu le réflexe, un symptôme, un médicament, ben je me retrouve avec un diurétique. 2,3 fois plus de risque de me retrouver avec un diurétique. Alors que la réponse dans tous ces cas-là, c'est quoi? C'est d'arrêter le médicament coupable et d'essayer de trouver une autre molécule qui n'a pas ces effets secondaires. Et beaucoup de nos business, que je vous disais tout à l'heure, on a regardé ce qu'on faisait et on arrêtait finalement un petit peu plus de médicaments qu'on en remettait dans notre unité, mais beaucoup, c'était pour enlever un médicament avec un mauvais profil d'effets secondaires au profit d'un autre, s'il était nécessaire avec un meilleur. Mais c'est probablement, la cascade thérapeutique, c'est probablement la chose que de façon répétée, quand on fait des visites avec nos internes, où on insiste sur cet élément-là. Donc, attention à la prescription en cascade, et mon message aux gens en formation, c'est de dire il y a 3 questions quand il y a n'importe quel nouveau symptôme chez une personne âgée, 3 questions à se poser. Vous savez lesquelles? Et c'est la moins mauvaise façon d'aborder ce problème. Les autres choses qu'on peut faire, essayer une alternative non pharmacologique. Alors là, j'ai le plaisir d'introduire vers vous la personne qui, j'espère, va me succéder, vu que dans quelques temps je serai à la retraite, la professeure D'Amelio, qui est en train justement d'introduire les poupées thérapeutiques pour les patients souffrant de démence. Et là, quand je parlais des réticences des gens, je peux vous garantir qu'il y a toute une série de questionnements, de dire, mais voilà, une pilule, c'est quand même mieux pour quand les gens sont agités ou agressifs. Non, malheureusement pas, on n'a pas vraiment de traitement efficace. Mais voilà un exemple d'alternative qu'on peut utiliser. Être clair, et ça c'est un message pour vous, être clair sur vos attentes et vos préférences. Pour nous, c'est essentiel. On a une démarche dans laquelle très tôt, on va discuter avec les gens. Pardon, je suis allé un peu. On va discuter avec nos patients, dans le fond, c'est quoi leurs objectifs en termes de qualité de vie versus quantité de vie. On enfonce là les portes ouvertes. Puis quand on commence à parler qualité de vie, ça va être de dire en termes d'indépendance, en termes de symptômes désagréables, etc. etc. Et quand je mets de la mesure et beaucoup d'humilité dans ces démarches, des collègues ont posé la question à des personnes âgées qui étaient pour la plupart mal fichues. 3/4 estimaient que leur état de santé était moyen ou mauvais. Les gens consommaient à peu près 7 médicaments en moyenne, donc des gens. Et on leur a dit, mais qu'est-ce que vous attendez de vos soins en termes de bénéfices pour vous? À votre avis, qu'est-ce que les gens mettaient tout en haut? Douleur, donc les symptômes désagréables. Pas de douleur, pas de dyspnée. Ils le disent, mais ce n'est pas ce qu'ils mettent tout en haut. Pardon? Moins de médicaments, ouais, c'était... Autonomie, rester indépendant au quotidien, il y avait les deux choses, hein. Rester indépendant au quotidien, puis l'autonomie qui est quelque chose de différent de l'indépendance, qui est je suis capable de décider pour moi, etc. Ils le mettent dans les deux cas, parce qu'ils mettent tout en haut. Gardez le lien avec la famille, le rôle social. Ils le mettent, mais vous êtes excellent parce que on a tout ça. On a fait l'exercice dans un atelier autour du diabète et j'avais la chance dans l'assemblée d'avoir un de ces patients témoins qui sont là. Et les professionnels étaient comme vous êtes, cherchaient les choses. Puis il se trouvait que je le connais, mais je ne l'ai pas payé. On n'avait pas parlé de ça avant. Puis il dit, mais toi, mais moi, c'était un diabétique. Il disait, moi, je veux juste qu'on me soigne pour pas que je meure. Ça a l'air d'aller de soi. Mais je peux vous garantir, on a fait cet exercice, peut-être vous l'avez vu dans les EMS, parce qu'on disait, mais tous ces gens en EMS, ils attendent qu'une chose, c'est de mourir, quoi. Il faut arrêter avec vous. Et puis on a montré qu'il y avait un petit 15% qui effectivement était plutôt à dire maintenant, j'aimerais bien que ça vienne et rapidement. Puis la grande majorité disait, je suis prête, c'est une majorité de femmes, je suis prête, je suis sereine, ça peut venir.
mais dans le fond, si ça vient un peu plus tard, pourquoi pas? Et c'est une des choses importantes. Et donc, définir des objectifs thérapeutiques, oui, tout ce que vous avez dit est important. Les gens, ce qu'ils disaient, je veux vivre le plus longtemps possible, mais pas n'importe comment et pas si la qualité n'est pas au rendez-vous. Et la qualité, c'est tout ce que vous avez dit. Je reste indépendant, je suis autonome, j'ai un rôle social, je n'ai pas de symptômes désagréables, etc. Déprescrire, c'est la dernière mot. Qu'est-ce que c'est que la déprescription? C'est un processus de plus en plus, disons, qui est de mieux en mieux décrit et de mieux en mieux standardisé. Donc, c'est l'idée d'identifier les médicaments qui ne sont pas indispensables et de les arrêter. Et c'est en particulier les médicaments pour lesquels on a, disons, plus de chances d'avoir des événements adverses. C'est des médicaments dont on doit être sûr qu'ils sont en rapport avec les objectifs de soins, les valeurs préférences, ce dont on vient de parler, le niveau fonctionnel de la personne, et puis l'espérance de vie résiduelle. Puis là, on va passer, c'est la deuxième partie technique, mais c'est un autre aspect capital. Alors, j'ai fait le pari de regarder ça avec vous. Pour ce qui est de la déprescription, je fais de la publicité pour nos collègues pharmaciens qui ont fait un superbe travail, d'abord dans le canton de Fribourg, puis maintenant dans le canton de Vaud, avec des cercles de qualité avec les médecins, où ils revoyaient l'ensemble des médications des résidents, essayaient de faire tout un travail de déprescription avec un certain succès. Et puis, malheureusement, les assureurs qui étaient partenaires de cette initiative excellente dans le canton de Fribourg sont complètement retirés. Une fois qu'après des années où ils avaient fait des économies parce qu'il y avait plus de médicaments arrêtés, au moment où il a fallu renégocier l'enveloppe un peu à la hausse, là, les choses se sont arrêtées malheureusement. Mais un excellent travail, on pourra en parler tout à l'heure. J'introduis ici la notion d'espérance de vie résiduelle et la notion de ce qu'on appelle le time to benefit. Combien de temps ça prend pour qu'un médicament apporte des bénéfices? Il y a quelques médicaments, c'est immédiat, mais il y a beaucoup de médicaments où ça prend un certain temps. Vous avez là trois échelles de temps avec différents nombres d'années. Et je vous prends l'exemple ici du traitement préventif des fractures par des médicaments qui s'appellent les biphosphonates. C'est ceux qu'on donne dans le cas de l'ostéoporose. C'est des médicaments qui marchent bien, ça réduit d'à peu près 50% le risque relatif. Le risque absolu, c'est un peu moins, c'est 1%, mais ça marche. Et vous avez là ce qu'on appelle une courbe de survie. Alors, je vais prendre la flèche ici. Vous avez là les patients qui sont restés sans fracture dans le groupe qui recevait ces médicaments. Donc, vous voyez, on part à 100% ici, mais vous voyez qu'on a perdu, alors il n'y a pas d'échelle, mais c'est à peu près quand même de l'ordre de 10-12%. Et puis, dans le groupe placebo, il y a beaucoup plus de risques. Et entre deux, on est pratiquement à 24% Donc, ça marche. Puis la question, c'est de dire, par exemple, mais si j'ai une patiente de 85 ans, est-ce que ça vaut encore la peine de lui prescrire ce médicament? Time to benefit, c'est 9 à 18 mois. Donc, après 9 à 18 mois, les bénéfices deviennent statistiquement significatifs et j'ai plus dans ma balance entre les risques que je prends, puisque c'est un médicament avec tous les médicaments des effets secondaires, et mes bénéfices, la balance devient clairement du côté des bénéfices en termes de prévention du risque de fracture. Mais la question que je vous pose, c'est de dire, alors voilà, par rapport à ces trois situations, Madame de 85 ans, soit son espérance de vie elle est largement plus grande que ces 9 à 18 mois, ou soit elle est à peu près 9 à 18 mois, ou son espérance de vie elle est moins que 9 à 18 mois. Autrement dit, l'espérance de vie, elle peut être en fonction d'un médicament donné qui va agir plus ou moins rapidement. Dans la première situation, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qui prescrirait? Qui ne prescrirait pas? Là, en principe, ma personne va vivre plus longtemps que le temps que met le médicament pour commencer à agir. Donc, c'est une situation où on va plutôt prescrire. Dans la situation tout en bas, il faut beaucoup plus de temps pour que le médicament agisse par rapport à ce qui me reste à vivre. Donc, quelque part, pas d'indication à donner ce médicament. La seule chose que je vais donner, c'est des effets secondaires. Puis, au milieu, on discute.
Ça joue? Alors, je reviens à ma dame de 85 ans. C'est quoi l'espérance de vie d'une dame de 85 ans en Suisse? Plus que 9 à 18 mois? Qui dit plus? Qui dit moins? Personne. Qui dit la même chose? Qui dit que cette dame a plus que 10 ans à vivre? Moins que 10 ans? On va dire entre 5 et 10? Moins de 5 ans? Je vais vous faire la même message que je donne aux internes dans les visites. Et ça. La bonne réponse, c'est toujours en gériatrie. Ça dépend. Vous avez ici, alors c'est des données pré-Covid, ça a un petit peu bougé, on va refaire ça, c'est un travail. En fonction de l'âge donné, ici sont les données pour les femmes, le nombre d'années qui restent à vivre si j'ai 70, 75, 80, 85 ans. OK? Tout le monde est là, donc notre dame de 85 ans, voilà. En moyenne, c'est un peu moins de 7 ans. Je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, je trouvais, c'est un assureur, mais c'était une excellente publicité qui disait en moyenne les Suisses, et en même temps vous aviez une vidéo de gens qui visiblement étaient hors moyenne, quoi, des gens avec des capacités excellentes, et ça, je trouvais très très bon. Parce que ça dépend effectivement, si on reprend pour Notre-Dame, donc l'espérance de vie de la patiente 3-5 ans, on est largement au-delà de ce qu'on peut attendre, et donc ce traitement, il est indiqué. On va voir même qu'en fonction de la situation, si son état de santé maintenant il est mauvais, parce qu'à 85 ans, on peut arriver à 85 ans comme la plupart des gens en forme, indépendants, autonomes, en faisant des voyages, en ayant des activités culturelles, en ayant écouté des conférences passionnantes comme aujourd'hui, ou on peut être en EMS et dépendant. Et donc, si mon état de santé est moins bon que la moyenne, si j'ai des troubles cognitifs, si j'ai de la dépendance au quotidien, mon espérance de vie résiduelle, elle tombe à 2,5 ans. Alors, par rapport au biphosphonate, je suis encore dans une situation où, en tout cas en théorie, le traitement il va marcher avant que mon espérance de vie. Mais le bon côté, je vous montre ça, c'est que si je suis en meilleure santé que la moyenne, ce n'est pas 6,8 ans, c'est 12 ans. Et pour tous les âges, je n'ai pas mis ici les autres données parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, pour tous ces âges. Et l'important et l'intéressant, c'est que si on prend la barre qui est de 10 ans pour certains traitements, typiquement, on a parlé du diabète en départ, une espérance de vie en dessous de 10 ans, en principe, on va avoir des objectifs thérapeutiques beaucoup plus restrictifs. Autrement dit, on va avoir un contrôle du diabète beaucoup plus large et beaucoup plus agréable pour les patients que si j'ai affaire à quelqu'un qui a encore 20 ans d'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'il faut plus que 10 ans pour développer les complications du diabète. Et donc, quelqu'un qui développe un diabète à cet âge-là, on ne va pas avoir du tout la même prise en charge. Et on a de larges données pour montrer qu'en particulier chez les diabétiques très âgés, ils font beaucoup plus d'hypoglycémie, et en général, quand ils le font, c'est qu'il y a des troubles neurocognitifs qui démarrent, qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Et donc, c'est un signal d'alarme. Mais voilà, et voyez que par exemple, pour la plupart des dépistages du cancer du côlon, si on s'en tient à l'âge strict, 85 ans, on arrête. Vous voyez, quelqu'un de 85 ans qui pète la forme, en fait, on devrait se poser la question, et on devrait lui poser la question. Et ce n'est pas toujours fait. Vous savez qu'on a un programme de dépistage du cancer du côlon, je sors un peu là du sujet, qui s'arrête à 69 ans, en Suisse et en particulier dans le canton de Vaud. Le pic d'incidence des cancers du côlon, c'est 78 ans. On n'a pas eu gain de cause. Et on a de bonnes données pour dire qu'entre 69 et 78 ans, on fait des économies pour le système de santé. Ce n'est pas que ça coûte, mais on a des bénéfices pour la santé. On fait des économies. On n'a pas eu gain de cause sur ça. Donc cet élément-là, de raisonner non pas en fonction de l'âge chronologique, mais de l'âge biologique, et on a des façons, encore d'autres façons de le mesurer.
la vitesse de marche nous permet de prédire aussi d'une certaine façon l'espérance de vie résiduelle des gens. Alors, je termine sur la phase, quels médicaments des prescrits? C'est ceux qui sont issus d'une cascade thérapeutique, un diagnostic non confirmé, ceux qui ont une efficacité douteuse, la prescription cascade, le bénéfice incertain. Il y a des listes pour ça, je vous ai mis là des exemples qu'on utilise, mais c'est lourd, c'est compliqué de le faire au quotidien et malheureusement, on a beaucoup de peine à garder ça. On arrive à le faire dans le cadre de projets de courte durée, mais sur la distance, c'est plus compliqué. Et en fait, concrètement, la priorité, c'est vraiment ceux qui ont un risque élevé. Peu de bénéfices, des bénéfices douteux. Alors, je ne vais pas me faire des amis dans la salle, mais le prototype, c'est les hypnosédatifs, les somnifères. Ça ne marche pas. Ceux qui sont faciles à arrêter sans effet de rebond, malheureusement, les hypnosédatifs, comme ils sont addictifs, ce n'est pas ceux qui sont faciles à arrêter. Puis au final, c'est bien sûr ce que le patient est d'accord ou pas d'arrêter. Or, voilà, c'est la combinaison en fait, de ces deux sphères. D'un côté, le profil des patients, maladies avancées terminales, donc en particulier oncologiques, mais aussi les troubles neurocognitifs majeurs, les gens qui sont complètement dépendants. Et je vous renvoie à ce qu'on a regardé en termes de risque de polymédication en long séjour. On voit que d'un certain côté, on retrouve certains de ces éléments-là qui conduisent à des prescrits. Puis d'un autre côté, vous avez les médicaments à haut risque, les opiacés, les somnifères, les psychotropes, les anticoagulants, anti-inflammatoires. C'est clair que c'est une pesée d'intérêt en termes de risque, de bénéfice, et ça, c'est profondément individuel en fonction de la situation. Alors voilà, il faut discuter, négocier. Parfois, on le fait avec plus ou moins de succès, comme ce représentant qui vend des frigos aux Esquimaux. C'est vraiment de longue haleine. Mais ça marche. Je vous montre quelques exemples. On va passer rapidement vu l'heure. Mais voilà des exemples où on a arrêté certains psychotropes dont on sait qu'ils mettent les personnes âgées qui ont déjà des troubles d'équilibre plus à risque de faire des chutes. Ça réduit d'à peu près 70% le risque de chute. Avec une aide à la prescription par un pharmacien clinique, on réduit aussi le risque de chute d'à peu près 40%. C'est de très jolis exemples. Et puis là, une autre intervention avec le sevrage benzodiazépine, avec un simple conseil ponctuel, quelques documentations, 1 heure de conférence, réduction d'à peu près 1/3 des consommateurs chroniques. Je ne rentrerai pas là, c'est tout un sujet, le sevrage des benzodiazépines, ça ne se fait pas simplement, ça se fait sur des semaines et des mois. Alors, j'ai mis enfin presque, il n'y a pas toujours du succès, ça c'est une très belle étude qui est conduite actuellement par un collègue, Nicolas Rodandi, à Berne, qui réunit plusieurs pays européens que vous avez là, et ils ont fait une intervention de déprescription et regardé sur toute une série d'événements, la première hospitalisation liée aux médicaments, le décès dû au cancer, première hospitalisation, première chute, etc. Aucun effet significatif. Décevant, je vous renvoie à ma question tout à l'heure, dire est-ce que c'est toujours un élément qui est causal de ce qui se passe ou est-ce que c'est juste la polymédication, un indicateur du fait que la personne de toute façon est dans une situation extrêmement instable et à risque? Point d'interrogation, la bonne nouvelle, c'est que si on regarde dans le long séjour, et ça c'est une méta-analyse où on a pris 41 études, où on a fait, c'est tout des essais randomisés contrôlés, donc on a pris les résidents et au hasard, une partie on a entamé la déprescription, l'autre partie on a laissé les choses aller, pratiquement 20 000 personnes, et puis on a regardé l'effet sur les médicaments inappropriés, le nombre de chuteurs, la mortalité. Bonne nouvelle, on réduit les 3 premiers éléments, moins de médicaments inappropriés, moins de chuteurs et puis une réduction de la mortalité. Alors vous me direz, mais en EMS, réduire la mortalité, est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on veut? Ce matin, j'étais au rapport dans notre unité, la moitié de nos lits aigus sont bloqués par des gens qui malheureusement doivent attendre qu'une place se libère en EMS. On a un gros problème là dans notre système de santé. Et puis, là aussi quand même, le bémol, c'est de dire, pas d'effet sur l'hospitalisation. Alors, voilà, c'est une chose. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est sur les traitements spécifiques de la maladie d'Alzheimer qui ont été arrêtés. 1 million d'assurés, donc c'est dans une base de données, on a regardé ce qui se passait quand on arrêtait. La bonne nouvelle, c'est qu'on réduisait les chutes avec blessures et il n'y avait aucun événement adverse au moment où on arrêtait ces médicaments. Il n'y avait pas de flambée, de troubles du comportement ou d'autres choses qu'on aurait pu éventuellement attendre. Donc voilà, je conclus en disant, la polymédication, c'est fréquent. Et malheureusement, c'est plutôt en augmentation vu l'évolution de notre médecine.
Âge et comorbidité, c'est des facteurs qui sont des facteurs de risque. On a de plus en plus de médicaments, et voilà, c'est peut-être le prix à payer, on a de plus en plus de médicaments dont on sait qu'ils sont efficaces, mais malheureusement, dans certaines situations, la polymédication devient problématique, et je pense en particulier chez nos aînés qui sont en EMS, chez les gens en fin de vie, il devrait y avoir une revue systématique. Il y a 4 ans, quand on a fait le congrès francophone de gériatrie et de gérontologie à Montreux, des collègues avaient présenté, et je crois que c'était à peu près, dans une unité de soins palliatifs, 25% des gens qui décédaient avec des médicaments contre le cholestérol. Mais on rit, mais dans plus de la moitié des cas, c'était une demande patient et famille. Il ne faut pas arrêter, on ne sait pas, elle a déjà fait un infarct. Donc, vous voyez le travail qu'il y a à faire. Donc, chaque nouveau symptôme, là aussi, documentez-vous, regardez les effets secondaires pour éviter la prescription en cascade. Discutez régulièrement avec le médecin du traitement, en particulier des nouvelles prescriptions. Aussi le pharmacien ou la pharmacienne, les infirmières de soins à domicile. Considérer les alternatives non pharmacologiques, réfléchir, parler des objectifs préférences. Nous, on sensibilise les gens, j'hésite à le mettre, mais je le mets. On a ce petit acronyme MAMI. Quand on prescrit un médicament, les priorités qu'on a, c'est d'être sûr qu'il ne va pas y avoir d'effets secondaires du point de vue cognitif, c'est la mémoire, pas d'effets secondaires du point de vue de l'appétit. Avec l'avancée en âge, c'est souvent un problème, la perte d'appétit. Pas de problème de mobilité, en particulier, on ne va pas accroître le risque de chute. Et puis, pas de problème de continence. Et puis, finalement, réévaluer périodiquement, amener ces médicaments et puis envisager la déprescription. Pour la petite histoire, je vous ai mis l'algorithme qu'on utilise. Vous voyez que ce n'est pas tout simple, avec des branchements, etc. Mais ça peut marcher. Et en tout cas, je vous encourage à dialoguer avec vos professionnels. Et je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bulat. C'était intéressant comme tout et compliqué. Alors, on le savait, on s'en doutait à l'avance que ça n'allait pas être simple de répondre à la question de quand on prend trop de médicaments et est-ce qu'ils sont bons, est-ce que ça vaut la peine de les prendre, est-ce qu'on peut arrêter, qu'on ne peut pas tel quel mettre tout ça à la poubelle. Nous venons de découvrir que des couples diaboliques, ce n'est pas seulement ce à quoi on peut penser en regardant des séries télévisées, il y a d'autres types de couples diaboliques. Nous avons appris que les mamies, ce n'est pas que les mamies grand-mères, mais qu'il y a des répercussions fonctionnelles dont nous devons tenir compte, qu'il y a des prescriptions en cascade, et que c'est peut-être des boîtes de Pandore difficiles à refermer et à les garder dans la bonne mesure. Donc tout ça, voilà, nous sommes maintenant bien plus au clair. Pourquoi c'est si compliqué? Mais je vous invite alors à poser toutes vos questions que certainement en écoutant M. Bulat, vous êtes passé par la tête et que vous avez absolument l'occasion d'avoir un grand spécialiste de la gériatrie devant vous. Profitez-en. Nous allons passer avec un micro, levez la main et nous écoutons. Oui, Jacqueline Grauer. D'abord, j'aimerais revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'au-delà de 3 médicaments, le métabolisme ne sait plus quoi faire. Donc 5, c'est déjà très généreux. Maintenant, pratiquement, pour une personne âgée avec son médecin de famille, quels sont les outils que vous pouvez proposer pour qu'elle puisse dialoguer? Est-ce qu'il y a pour la déprescription peut-être une fiche qu'on peut se procurer? Et autrement, quelles sont vos actions, vos outils auprès des généralistes d'abord? Est-ce qu'il y a des informations régulières, des formations? Qu'est-ce qui est vraiment l'activité dans ce sens-là, pour la prévention? Merci beaucoup pour cette question. Malheureusement, d'outils comme ça d'aide pour discuter les médicaments, il n'en existe pas à l'heure actuelle. Il y a quelques années, j'ai enlevé une des diapositives qui montrait dans une des études qu'on a conduites ici avec les généralistes, qui s'appelait ProSana, pour promotion de la santé des aînés.
Un système qui existait et dans lequel on demandait, et peut-être des gens dans la salle ont participé, on envoyait un questionnaire questionnaire sur la santé au sens large, c'est-à-dire pas seulement les aspects vraiment de maladie, mais les aspects sociaux d'implication, etc. Et parmi lesquels figurait tout un volet qui concernait les médicaments, puisque c'est un problème. Et là, ce questionnaire était traité informatiquement, permettait, en fonction du profil et des réponses individuelles des gens, de faire des propositions individualisées que le participant était encouragé à aller discuter avec son médecin traitant, lequel recevait un résumé des principales choses. Alors, on a eu beaucoup de peine avec nos collègues qui considéraient qu'il ne fallait pas trop donner d'informations, en tout cas certains collègues, je sais que ce n'est pas le cas de tous, aux patients, parce que des fois, tout d'un coup, ils demanderaient des choses. Et en particulier pour le problème des médicaments, c'était vraiment un souci, un domaine. Donc ça, c'était une voie. Malheureusement, ce projet a eu une prolongation au niveau d'un projet européen qui a démontré des bénéfices en termes de réduction de la mortalité. Donc il s'agissait de personnes âgées beaucoup plus en forme que certaines des populations dont j'ai parlé. C'était des gens à domicile indépendant encore. Et donc ça, c'est malheureusement le point sur ça. Pour ce qui est des formations, alors on a bien sûr ponctuellement des formations pour les généralistes comme ça reste très abstrait. Et d'appliquer les instruments des prescriptions, ça nécessite vraiment une approche de groupe et une approche de team. Et les quelques études essais randomisés qui ont bien marché, nous avons des collègues en Belgique qui ont une excellente approche avec lesquels certaines des personnes sont en contact. Et eux se sont beaucoup appuyés sur les pharmaciens, sur des pharmaciens cliniques. Et lorsque nous avons, il y a quelques années, j'ai été mandaté par le Conseil d'État de l'époque pour faire une politique vieillissement et santé, pour adapter notre système de santé à la vague démographique de vieillissement. Et un des projets que nous avions dans l'axe prévention, c'était un projet en collaboration avec la Société vaudoise de pharmacie, qui était une réconciliation médicamenteuse. On a eu deux projets concernant le médicament. Un qui s'appelait, c'est une campagne « Les somnifères », point d'interrogation, pas forcément nécessaire pour, disons, impliquer, on a un gros problème de surconsommation de ces médicaments. L'autre volet, qui était la réconciliation médicamenteuse, voulait prendre bénéfice d'un mouvement qui était apparu là, qui était le financement pour les pharmaciens de consultation, de conciliation médicamenteuse. Et notre projet était de l'appliquer systématiquement à chaque sortie d'hôpital. Et malheureusement, il y a, disons, le service de la santé publique qui a repris le flambeau, n'a pas soutenu. C'est parti dans un autre projet qui, malheureusement, était un projet plus général, pas spécifique personnes âgées. Et je crains qu'il n'y ait rien de nouveau sous cet angle-là. Et c'est un peu désolant, je pense que les pharmaciens peuvent jouer un excellent rôle. Ce qui s'est passé dans les EMS, c'est vraiment à l'initiative des pharmaciens et contre leurs intérêts. C'était des pharmaciens qui fournissaient des EMS dans le canton de Fribourg et qui disaient « mais c'est un peu débile, dans cet EMS-là, j'apporte, je ne veux plus dire de bêtises, mais je crois que le chiffre, c'était quelque chose comme 22 anti-inflammatoires différents. » Parce que chaque médecin qui venait là avait son anti-inflammatoire. Et donc, ils ont fait cette proposition de réunir les gens, puis de discuter en apportant, eux, les évidences scientifiques pour dire voilà quels sont les médicaments, les bénéfices, voilà les profils d'effets secondaires, et pour arriver à réduire cette liste à 2 anti-inflammatoires. Et ça, c'est des choses vraiment spectaculaires, pleines de bon sens. Eux, ils y perdaient plutôt, parce qu'il y a des anti-inflammatoires non génériques sur lesquels ils avaient des marges plus intéressantes, etc. Mais je trouvais ça tellement d'un altruisme parfait. Et malheureusement, là, ils ont été confrontés dans le canton de Fribourg, il y a 2 ans, les assureurs ont dit stop, on arrête. Dans le canton de Vaud, ça continue, c'est soutenu politiquement. Mais par exemple, là, il a fallu agir pour que les médecins praticiens soient impliqués dans le processus. Et parfois, notre système de santé, enfin pas parfois, il fonctionne beaucoup en silo et c'est une des difficultés. Je pense, si moi j'avais un conseil, mais voilà, c'est vraiment d'être attentif quand vous allez consulter, d'avoir votre liste de médicaments en tête, de savoir une maladie au cours du temps peut évoluer. Un médicament qui était bien toléré
peut devenir, avec l'avance en âge, parce que la fonction rénale diminue, parce que la fonction hépatique diminue, effectivement devenir un médicament contre-indiqué. Et ça, c'est extrêmement compliqué à expliquer aux patients. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est que parfois on a de la peine avec les confrères à expliquer ça. Les patients, ils nous disent « Ah, mais je prends, c'est un petit Serestat, puis je le prends depuis 20 ans. Enfin, vous n'allez pas m'enlever mon petit Serestat. » Il n'y a pas de petit Serestat. Et puis, malheureusement, en 20 ans, effectivement, la façon de l'éliminer, elle a changé. L'équilibre n'est pas la même chose. Et le petit Serestat qui ne faisait pas de problème il y a 20 ans, là, par rapport à l'équilibre, actuellement, il contribue à un risque de chute accrue. Mais voilà, donc il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est, de nouveau, avec du travail en équipe, qu'on devrait avoir cette réponse. Je ne sais pas si ça répond à votre frustration que je perçois dans... Non, mais en tant que pharmacienne, je vous remercie beaucoup d'évoquer quand même le rôle que les pharmaciennes et les pharmaciens pourraient prendre. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur la question des recommandations de bonne pratique. Parce qu'on a un peu l'impression que ces recommandations, elles visent une action maximale plutôt qu'une action optimale. Et un autre problème, me semble-t-il, c'est qu'elles sont souvent prises à la lettre parce que les médecins ont une certaine crainte d'avoir des reproches s'ils n'ont pas appliqué les recommandations. On a vu ça quand même, les recommandations qui prennent des fois presque l'allure d'une prescription, en fait, d'une obligation. Je ne sais pas si vous pouvez juste... dire quelques mots à ce sujet, s'il vous plaît. Oui, je commande volontiers. Et je pense que vous avez entièrement raison. Hein, et alors, le tableau que j'ai montré date de 2005, sauf erreur, ces études-là. Et à l'époque de toutes les guidelines des principales maladies chroniques qu'on a, une seule recommandation impliquait des recommandations spécifiques personnes âgées. C'était celle contre le diabète, parce que la Société américaine de gériatrie avait été consultée et s'est impliquée. Dans ce canton, il m'a fallu à peu près 5 ans pour convaincre, on avait un programme Diabète Vaud, pour convaincre que pour les personnes âgées, on parlait en tout cas pour certaines personnes âgées, celles qu'on appelle les dépendantes, par rapport aux robustes. Les robustes, personnes âgées robustes, ont 65-75 ans, pour la plupart en bonne santé, les recommandations, on peut les appliquer comme ça. Plus on monte au cours du temps, et plus on va avoir ces interactions entre maladies, entre médicaments, et c'est là. Et typiquement pour ces diabétiques, il n'est plus question de cibles, peut-être vous connaissez, en termes de diabète, on a souvent des cibles pour voir si le traitement est bon, un paramètre qui s'appelle l'hémoglobine glyquée. Et les recommandations disaient, ben là, vous devez être entre là et là. Et puis, ce qui a été démontré avec des personnes âgées, si on est là et là, on tue 30% de plus de gens. Et avant de les tuer, on les rend plus fragiles. Donc on est complètement délétère sur ça. Mais il a fallu du temps, il a fallu des études qui démontrent ça, pour que finalement le spécialiste qui lui était, une fois encore, lui c'est ce que je vous ai montré, le diabétologue, pour lui, les démons c'est 2%. Si je m'occupe du diabète, je n'en ai que 2%. Bon, c'est rien, je ne vais pas faire des recommandations pour 2%. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 98%. Et d'où cette importance d'avoir, et maintenant ça a bougé aussi, quand je parlais des préférences des gens, juste cet élément-là n'était pas... Qu'est-ce qui est le mieux pour certaines, typiquement, des recommandations concernant l'arthrose? Est-ce que c'est la mobilité, c'est d'être impliqué, etc. Est-ce que c'est de ne pas avoir du tout de douleur? C'est ces éléments-là qu'on doit discuter. Et oui, il y a un certain dogmatisme dans l'application des recommandations. Moi, je me suis fait fusiller par mon collègue Jacques Cornu de la PMU à l'époque, quand j'ai montré ces données-là en disant « attention », parce que c'était la Bible. Et si on n'applique pas ça, on est mauvais. Et vos collègues disent « bouh ». Et si le patient il va chez le spécialiste et que le généraliste a dit « non, mais là, on peut être un peu plus… » Là aussi, quoi. Le président des médecins de famille Tessinois, il était très touchant parce qu'il était là, il disait, mais nous, en plus, avec le cardiocentro à Lugano, il disait, mais si les cardiologues là ont dit, il faut faire ça, mais vous savez, on peut ramer et on n'arrive pas. Et c'est un problème. Et ça nous touche aussi. Et on peut tous réfléchir, mais quelque part, on se dit, bon, si j'ai un problème, est-ce que je veux quand même pas le meilleur et tout, mais il y a un moment, le meilleur, c'est plus forcément le meilleur parce que c'est vraiment l'optique maladie. Et on a la prétention de vouloir, en tout cas, nous s'occuper des patients, et pas simplement de leur maladie. Merci beaucoup pour ton exposé très fondé et élaboré.
Si je regarde en arrière sur mes années de pratique, il y a deux éléments que j'aimerais juste mentionner. L'un, c'est parfois la méconnaissance de la médication du patient par certains spécialistes. Je pense notamment aux chirurgiens qui, trop souvent, ne tiennent pas compte des autres médicaments et des potentielles interactions possibles. Le deuxième problème, c'est un manque de communication entre différents spécialistes, ne sachant pas très bien ce que l'un a prescrit et surtout d'une manière péremptoire. On ne touche pas à ma médication, c'est à prendre à vie, ce qui est parfois contestable. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est qu'en fonction de la pathologie, on ne tient parfois pas assez compte des soins palliatifs, du concept et de la philosophie des soins palliatifs, surtout auprès des personnes âgées. Pas forcément en phase finale, mais lorsque la qualité de vie prime par rapport à la durée de vie. Merci. Merci beaucoup pour tes remarques. Je commencerai par la deuxième, dire, bon, comme tu sais, j'ai milité, faire de la gériatrie, c'est faire des soins palliatifs. À part des infections urinaires, il y a peu de choses qu'on guérisse chez les gens. Donc, quelque part, ça s'apparente à ça. Et ce que je lis à travers sa philosophie de soins palliatifs, notre philosophie n'est pas très différente de dire, quand on dit on tient compte des préférences des patients. Et dans ce qu'on enseigne aux étudiants, à nos internes, dans l'approche de la complexité de ces situations qui sont toutes complexes. Et moi, j'ai de la peine à acheter dans l'opprobre parce que je sais que de temps en temps, nous, on dérape la même chose que les autres. Mais très tôt dans la discussion, on factorise les préférences. Et puis pas les préférences à l'ancienne. J'ai une diapositive que j'adore où c'est la grande visite. Et puis il y a le prof qui est là au-dessus du malade, puis il dit quand on aura besoin de votre avis, on vous le donnera. Ce qui veut tout dire, quoi. Et ça, oui, absolument, disons, en tout cas, de prendre en compte ces aspects-là et ce qui compte. Et il y a des gens pour lesquels peut-être c'est la quantité de vie. Nous, on a des situations malheureusement très compliquées où c'est plutôt les proches qui sont maximalistes. Le patient ou la patiente, on est malheureusement plus capable, nous, d'avoir de l'information sur ce qu'elle ou elle souhaite et où on doit ramer, intervenir et parfois aller à l'encontre, ce qui fait des prolongations médico-légales quand on s'oppose à certaines attentes. Mais voilà, quand vous avez un proche d'une dame de 102 ans qui ne s'imagine pas que sa maman puisse décéder un jour, on a un problème. Et ce n'est pas si rare que ça. Peut-être pour la première partie, alors je ne sais pas si les chirurgiens sont pires que les spécialistes d'une façon générale. Je pense qu'il y a une... voilà, alors je parle comme un vieux, un dinosaure, mais je trouve qu'il y a une dégradation des relations et de la déontologie. Moi, il me semble qu'à l'époque, disons, un spécialiste était un spécialiste, il était consulté pour donner son avis d'expert, et il faisait des propositions, il formulait des propositions que le médecin de famille était libre ou pas de suivre. Et de plus en plus, on observe vraiment, et nous, on a une caricature, j'ai pas mis ça, mais caricature de visite à domicile, monsieur et madame, suivis par... Alors ça, c'est les médicaments prescrits par le cardiologue, ça, c'est les médicaments prescrits par le diabétologue, ça, c'est les médicaments par le généraliste, de madame, monsieur, la même chose, mais ce n'était pas le diabétologue, c'était le rhumatologue, quelque chose comme ça. Puis au milieu, il y avait le pot commun, laxatif, somnifère, etc. Et sans coordination, sans consultation, et là, de plus en plus souvent, on doit, nous, pour certains des patients, la majorité de nos patients les suit en deuxième ligne, et donc, pour nous, la règle, c'est de dire, on fait des propositions au médecin traitant qui est libre ou pas de les suivre et de faire. Mais ça arrive quelquefois que tout d'un coup, dans la boucle, il y ait un ou deux spécialistes, et puis que, boum, il y a un truc qui soit prescrit. Et là, c'est clair qu'on n'est pas en position, nous, de taper sur la table. Mais voilà, je pense que c'est une détérioration et malheureusement, j'ai l'impression que ce sera difficile de faire machine arrière sur des aspects de déontologie pure et dure. Monsieur, si j'ai bien compris, vous proposez de vérifier régulièrement avec le médecin de famille si on peut laisser un médicament à côté. Je prends un cas, 78 ans, 5 médicaments régulièrement depuis plus que 10 ans, non médecin. Mon médecin n'a jamais changé le nombre ni la quantité des médicaments. Est-ce que j'ai une raison de demander un deuxième vue par un autre collègue ou quoi? Alors, bon, je marche sur des œufs là.
La première réponse, quoi que vous fassiez, vous êtes totalement transparent par rapport à votre médecin. C'est une règle de base, ça veut dire la première étape, c'est de discuter avec lui. Non, si vous me demandez comme ça et que vous vous sentez bien et que vous n'avez pas l'impression de souffrir de symptômes désagréables, etc., vous avez bien lu toute la liste. Si vous en aviez, vous auriez été voir la liste des effets secondaires et puis arriver en disant « dis donc, ça pourrait pas être… » Alors, c'est un peu délicat de dire aux gens « documentez-vous quand même sur les effets secondaires, etc. » parce que c'est clair qu'au moment où on connaît… si tous les médicaments, céphalée, nausées, vomissements, parfois diarrhée, parfois constipation, tout s'y peut faire à peu près quand on regarde. Donc c'est sûr que sur ça, je serais prudent. Mais la meilleure chose, c'est le dialogue et le dialogue. La même chose que les 3 médicaments. Là, c'est dialoguer. Et s'il y a des doutes, une fois encore, sans savoir, il y a des situations où malgré tout la nature fait bien les choses et où certains symptômes désagréables ont tendance à s'estomper. Certaines douleurs peuvent passer. On a quand même des situations où, avec des interventions orthopédiques, on redonne vie à des gens en termes d'épaules, en termes de chevilles, de genoux, de hanches. Et ça veut dire que peut-être les antalgiques, on n'en a plus besoin, ou on peut diminuer les doses, etc. Et ça, c'est vraiment l'objet d'une discussion de fait. La difficulté qu'on a, et ça répond aussi à la remarque de notre collègue pharmacienne, de faire de la prévention pour un médecin installé. Les collègues ont fait une étude où ils ont dit « Ok, on va regarder toutes les meilleures recommandations de pratiques cliniques qu'on a en termes d'éducation, etc. On va regarder, on estime combien de temps ça prend, puis on va regarder comment un médecin peut mettre ça dans sa journée. » Et en fait, de mémoire, pratiquement sur les 5 jours et demi ou 6 jours de la semaine, ça mangeait 5 jours de travail du médecin. Donc, il n'avait pas encore commencé à soigner le premier patient qui venait avec une grippe, un rhume ou que sais-je, juste des conseils de prévention. Et pour vous donner une idée, les conseils de prévention des chutes, ils avaient estimé que ça prenait 1 minute et demie. Nous, ça nous prend, en tout cas, suivant ce qu'on doit discuter, 7, 10, 12 minutes par patient. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un système santé où… voilà, je pense qu'on va devoir réinventer les partenaires et les professionnels. Vous savez qu'il y a dans le canton de Vaud, on a les premiers infirmiers de pratique spécialisés qui sont spécialisés dans un type d'activité. Nous, on en a un dans notre consultation. Il est extrêmement précieux parce que sur tout un territoire précis, il est absolument top formé. Et il nous permet de gagner du temps et de nous focaliser, nous, sur les issues où vraiment il y a peut-être des décisions un peu plus complexes à prendre. Mais ça, c'est tout un changement de mentalité, aussi pour nous. Ça n'a pas été… Moi, j'ai été confronté à ça quand j'étais aux États-Unis, où c'était devenu quelque chose d'assez normal. Ici, il a fallu du temps pour convaincre les collègues que ça pouvait avoir un avantage. Et voilà, mais dialogue. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais… J'aurais une question. Vous n'avez pas parlé des infirmières, de les infirmières à domicile, et de leur effet sur la compliance, par exemple. Alors, oui. Le rôle des infirmières à domicile, dans le fond, par rapport aux médicaments. Il y a quelques années, j'ai été sollicité par les équipes des soins à domicile de Lausanne pour faire toute une après-midi de formation, en fait c'était une journée même, sur la gestion du semainier. Les infirmiers disent « Oh, mais gérer le semainier, on sait faire, etc. » Puis en fait, là-dedans, on a mis toute une série de choses, dont, y compris, discuter, négocier, disons, de certains médicaments utilisés. Et puis, il y avait notamment comment intervenir auprès du médecin traitant si, par exemple, on observe un symptôme qu'on pense dû à ça. Alors, on a fait des ateliers, mais je collègue là a fait des ateliers, mais c'était à hurler de rire. C'était que des infirmiers, et celui qui jouait le docteur, mais ils se sont donnés à cœur joie pour envoyer péter sa collègue infirmière, dire « Oh, c'est encore ce que je fais !» Et donc, c'est tout un travail, c'est tout le travail de l'interprofessionnalité, comme on dit maintenant, l'interdisciplinarité, comme on disait quand j'ai commencé, c'est quel rôle avoir et donner les outils et les compétences. Voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de longue haleine.
Et voilà, et je pense que les choses ont beaucoup évolué. À titre d'exemple, quand même, où je peux entendre la réticence de certains collègues, quand on a introduit les outils de soins à domicile pour évaluer les gens, qui s'appelle le RAI Home Care, qui était un instrument d'évaluation gériatrique où on évalue tout. Et vraiment, on évalue tous les aspects de santé, y compris les médicaments. Et ça donne des signaux d'alarme pour dire, attention, là, il y a peut-être un problème, il faut aller plus loin. Et il y a une enquête auprès des infirmières dans toute la Suisse, dire, mais est-ce qu'il y a des domaines qui vous semblent inutiles ou au contraire des domaines qui ne figurent pas là-dedans? Et il y a une chose qui est sortie en disant, mais ça c'est inutile parce qu'il n'y a rien à faire. Vous savez ce que c'était? La prévention des chutes. Tout ça pour dire que quelque part, les connaissances ont aussi évolué. Je pense que maintenant, on a académisé la profession infirmière et ça a de bonnes répercussions en termes de niveau de compétences et des gens à qui on a. Au quotidien, c'est sûr que les infirmières, pour l'avoir vécu, ont un regard vraiment très pertinent autour de la gestion du SMEDI, etc. Mais ça va clairement au-delà, en tout cas, le rôle infirmier à un autre sens. Mais là aussi, vous avez vu, on a périodiquement dans les journaux dire tout le monde est surchargé, il y a trop, on n'a pas le temps de discuter. Et ça, c'est vraiment, il faut avoir la confiance des gens pour aborder ces choses-là. Et voilà, une des remarques des gens était aussi, mais c'est mon docteur qui s'occupe des médicaments, c'est pas vous. Donc, il y a du boulot, mais en ce qui me concerne, pas de doute sur la pertinence de donner ce rôle-là aux infirmières. Je crois que c'est à moi. J'aurais voulu savoir dans quelle mesure les médicaments, au cours de leur évaluation avant qu'ils arrivent sur le marché, dans quelle mesure sont-ils testés auprès des personnes âgées? Parce que quand on lit les notices d'emballage, il y a en général quelque chose par rapport aux enfants. On a appris que très souvent, ils n'étaient pas testés auprès des femmes. Alors, qu'en est-il des personnes âgées? Oui, c'est une excellente question. Merci beaucoup de la poser. Je dirais, peut-être l'exemple, une forme de réponse à ta question, c'est de dire, la première étude qu'on a eue pour répondre à la question, est-il pertinent de traiter des nonagénaires qui ont une hypertension? Cette étude, elle a été faite en 2001 ou 2002, l'étude IVET. Jusque-là, on a pris ce qu'on savait des traitements chez les gens de 40, 50 ans, et puis on a extrapolé aux octogénaires, aux nonagénaires. Il y avait des gens qui tiraient un peu la sonnette en disant, mais attendez, il y a un effet pervers, c'est que les personnes qui survivent, c'est ce qu'on appelle le Healthy Survivor Effect. Souvent, ces gens-là sont particuliers à tout ça. Puis là, il y avait des études qui montraient que quand on les traite, en fait, on les tue plus, ils meurent plus. Donc, plein de choses. Et là, c'est vraiment un essai où on a inclus des nonagénaires. Alors, après ça, les gens ont dit, ah, mais c'est des Chinois. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Chinois. Mais voilà, tout ça pour dire à ta réponse, non, ça a été une des actions de la Société européenne de gériatrie pour dire stop. Maintenant, dans tous les essais de médicaments qui concernent des personnes âgées, on devrait avoir un minimum de 15-20% de personnes âgées. Mais encore, l'année passée, on a écrit un article de revue sur un des nouveaux médicaments qui est en fait venu sur le marché pour traiter le diabète. Et on s'aperçoit au bonheur qu'il a un effet excellent pour traiter l'insuffisance cardiaque. Et pas seulement quand on est diabétique, même chez les insuffisants cardiaques sans diabète. Donc ces médicaments-là, tout d'un coup, c'est la grande envolée. Et nos collègues cardiologues, hop, 85 ans, 90 ans, SGLT2 inhibiteur, etc. Peut-être, alors on va faire un article en commun pour regarder quelles sont les évidences et puis chez qui ça marche. Et puis, alors il se trouve que, y compris chez des personnes âgées fragiles, ça a des bénéfices, et même que ces bénéfices, comme souvent, comme les personnes âgées, plus elles avancent en âge, plus leur risque est élevé. Si le médicament marche, le bénéfice, il est d'autant plus spectaculaire, parce qu'au lieu d'avoir 100 personnes chez qui on a des bénéfices, on en a 1000, et c'est spectaculaire. Mais il reste des points d'interrogation sur les très fragiles, où là, ça reste. Et donc, on a eu cette négociation de dire, parce qu'ils disaient non, mais il faut y aller full dose. Puis on disait non, les principes gériatriques, ça pas. Tant qu'on n'a pas de meilleures données, ça va être start low, go slow, donc démarrer à basse dose, puis on augmente gentiment par palier, pas directement d'aller
Donc c'est une bataille, et cette bataille-là, c'est clair que pour les boîtes pharmaceutiques et les gens qui font des essais, d'enrôler des octogénaires, des nonagénaires, pour peu que ce soit des gens avec des pathologies, c'est compliqué, les gens sortent de l'étude, ça veut dire que c'est un casse-tête pour analyser, et je crains malheureusement que ça soit la deuxième partie, c'est-à-dire au moment où le médicament est dans le monde réel, où tout d'un coup on conforte, et on ne parle pas de ça, hein, mais les nouveaux anticoagulants qui ont des effets spectaculaires, qui nous changent la vie en termes de monitoring, et changent la vie des patients, hein, qui n'ont plus besoin de se faire piquer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, bah, ça marche, puis ça marche bien, puis ça marche y compris chez des personnes très âgées. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une période d'insécurité. Et la réponse, ça reste que les autorités de régulation des médicaments n'ont pas toujours le poids pour pouvoir imposer dans ces essais qu'il y ait des personnes âgées. Voilà, pour dire que nous allons devoir arrêter, même pas par manque d'intérêt, mais parce que le temps arrive au bout de ce dont nous disposions. En tout cas, merci beaucoup, professeur Bula, pour toutes ces explications et l'interaction avec notre public. Je vous invite encore aussi à poursuivre sur ce sujet de le trop-plein, la démesure. Donc, la semaine prochaine, les ravages de la mode éphémère, et dans 2 semaines, ça sera sur le sport. Mais la semaine prochaine, donc, les ravages de la mode éphémère avec Géraldine Viret, qui est porte-parole de l'ONG Public Eye. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bienvenue la semaine prochaine.